C'était en 2001. Les talibans dynamitaient l'un des monuments les plus connus d'Afghanistan, les Bouddhas de Bamiyan. 2 statues géantes taillées dans les falaises, symbole du passé bouddhiste du pays. En plein cœur des montagnes de l'Hindu Kush, dans la vallée de Bamiyan, à 2500 mètres d'altitude, un trésor national était réduit en morceaux. L'indignation fut mondiale. 20 ans plus tard, les fondamentalistes islamistes sont de retour au pouvoir. Après avoir explosé les Bouddhas, ils sont aujourd'hui chargés de la sécurité des vestiges. Il y a 20 ans, j'étais petit, j'étais un gamin. Je ne m'en souviens même pas, alors que je viens d'ici, de Bamiyan. Je suis en charge aujourd'hui de la sécurité des Bouddhas pour l'Émirat islamique d'Afghanistan. Depuis que nous sommes de retour au pouvoir, il n'y a aucun problème. Les talibans n'ont pas d'argent pour reconstruire les Bouddhas. J'ai à peine 30 ans et je n'ai jamais connu la sécurité. Je n'ai connu que la guerre. L'Afghanistan n'a pas de budget. À quelques mètres des Bouddhas désormais classés patrimoine mondial de l'UNESCO, vivent aujourd'hui les plus pauvres d'entre les pauvres dans les cavités creusées dès le VIe siècle par les moines bouddhistes. Hussein et sa femme n'arrivent plus à joindre les 2 bouts. Je travaille de 8h à 17h. Je pourrais commencer plus tôt, mais il fait trop froid. Je gagne seulement 16 centimes d'euros par jour. Il n'y a pas de travail. Je viens de prendre un thé à la maison pour me chauffer. Je n'ai reçu aucune aide humanitaire. Rien. Hussein est livreur, porte-fée. Sa brouette lui sert à nourrir ses enfants. Dans cette vallée, la vie est rude. Tous les jours, plusieurs fois par jour, il faut descendre à la rivière pour aller chercher l'eau, faire la vaisselle, la lessive. La plupart des habitants de la région sont Hazaras, une communauté majoritairement chiite, persécutée depuis des siècles en Afghanistan. Elle fut martyrisée par les talibans sunnites lors de leur premier régime. Nikbarth est terrorisée par leur retour au pouvoir. Elle vit dans une grotte de 2 mètres sur 3, dans un dénuement total, sans électricité. Le panneau solaire qui permettait d'en avoir ne fonctionne plus. Chaque soir, c'est le même repas. Je prépare du riz. Le petit déjeuner et le repas, c'est du pain sec. Pour nous chauffer, je récupère du fumier d'âne et de vache que nous brûlons, car nous n'avons pas les moyens d'acheter du bois. Pour Nikbarth, Hussein et toutes les familles de la vallée, chaque jour est un combat. L'effondrement économique du pays les rend encore plus fragiles cet hiver. Cette nuit, il a fait moins 18 degrés à Bamiyan. Il y a 1 an, Stéphane Ravaclet, boulanger à Besançon, entamait une grève de la faim pour protester contre l'expulsion de son apprenti, ex-mineur non accompagné. Il s'appelle Lai. Une pétition en soutien avait récolté plus de 100 000 signatures et c'est là que vous vous êtes rendu. Bérénice et toi, salut Nejma. Salut. Oui, à Besançon, donc, nous avons retrouvé Stéphane Ravaclet dans sa boulangerie La Huche à Pain, qui a depuis monté le collectif Patron Solidaire en soutien à tous les employeurs et jeunes qui rencontrent les mêmes difficultés en France. On a défendu un gamin qui était en blanchisserie, qui avait eu son CAP et qui voulait continuer chez ce patron-là. Et voilà, on a défendu le gamin envers une préfète de la Lozère. La problématique, elle continue encore et encore, malgré que ces jeunes veulent travailler, sont insérés dans notre société. Et en fait, comme les préfectures sont fermées, puisque maintenant tout est digital, on ne peut même pas avoir un rendez-vous véritablement pour vraiment dire « Monsieur, j'ai personne d'autre qui attend devant la porte, pourquoi pas lui ?» Pour interpeller le gouvernement sur cette problématique, le boulanger a travaillé sur une proposition de loi avec un sénateur socialiste. Le sénateur Durin de Saône-et-Loire est venu nous voir pendant la grève de la faim. Il nous dit votre combat est juste et moi je vais l'accompagner. On a travaillé ensemble et il a pu, parce que c'était pas si facile que ça, la mettre en ordre du jour. Et évidemment, elle n'a pas été votée forcément, mais c'est un premier combat qui suivra d'autres. Aujourd'hui, Lai est apprenti à Dijon dans une autre boulangerie, mais il vient régulièrement rendre visite à Stéphane, dont il n'oubliera jamais le geste. Un jour, mon patron m'a appelé pour me dire, j'ai décroché l'appel et il m'a dit, mon gamin, ça sent bon. C'est le premier mot qu'il m'a dit. Il m'a dit, ça sent bon. Après, il m'a expliqué et là, je suis parti voir les éducateurs et le lendemain, on s'est rendu à la préfecture.
On nous a reçus dans un bureau avec 3 personnes, dont le secrétaire général de la préfecture de Vesoul. Et 2 mois après, il avait son papier. Et plus d'OQTF. Et plus d'OQTF, ouais. Je peux que de remercier mon patron pour tout ce qu'il a fait pour moi et tous ceux qui nous ont soutenus dans ce combat. Je ne m'attendais pas que ça allait se passer comme ça. Et tout ça, c'est touchant pour moi et je suis reconnaissant. Alors c'est une fin heureuse pour Stéphane et Laï, mais ce n'est pas le cas de nombreux ex-mineurs non accompagnés, MNA dans le jargon, qui vivent en France, direction Nancy, où on a rencontré Maître Jeannot, avocate en droit des étrangers. Dans son cabinet s'accumulent 60 dossiers d'ex-MNA qui se sont vus délivrer une obligation de quitter le territoire français à leur majorité. À chaque fois, la préfecture remet en cause l'authenticité de leurs documents d'identité. Je comprendrais s'il y avait quelques dossiers de contestation d'identité, ça me paraîtrait normal. Par contre, un tel volume, c'est absolument anormal. Il y a véritablement une politique systématique de notre préfecture à refuser des titres de séjour. Et voilà comment cette avocate explique les décisions systématiques de la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Dans notre département, la préfecture se défend en disant que c'est lié à l'absence de mise en place du fichier AEM, c'est-à-dire le fichier biométrique à l'appui de l'estimation, de l'évaluation de minorité. C'est un prétexte dans la mesure où il s'agit de jeunes qui sont arrivés avant la mise en place du fichier AEM. Donc la préfecture n'est pas du tout obligée de faire cette contestation d'identité systématique. Des décisions qui empêchent les jeunes de poursuivre leurs études et leur apprentissage. Une oisiveté forcée que l'on impose à ces jeunes. Ce qui est complètement aberrant, c'est que ces patrons les réclament dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Et justement, ce jour-là, Maître Jeannot recevait Alain et Mamadou. Mamadou, ex-MNA, rencontre les mêmes difficultés et ne peut plus travailler dans le restaurant où il faisait son apprentissage. Le 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a suspendu la décision de refus de séjour qui vous a été opposée par le préfet, a enjoint à la préfecture de réexaminer la situation dans le délai d'1 mois et dans cette attente de vous délivrer immédiatement, les mots sont forts, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Que tu n'as toujours pas eu donc, hein? Non, j'ai toujours pas eu. J'ai toujours pas eu l'autorisation, j'ai toujours pas eu réponse de la préfecture. 21 jours de retard. Et donc tu ne peux pas travailler? Je ne peux pas travailler, oui. Et ça veut dire que tout ce que j'ai fait pendant toutes ces années, ça va être, ça sert à rien. Parce que si tu fais quelque chose, c'est pour avancer, c'est pas tu fais des choses plusieurs années, après ça retourne à zéro. Je vais retourner chez moi, j'ai pas mon père, j'ai pas ma mère, comment je vais faire là-bas? Une incompréhension que partage son patron Alain. Et aujourd'hui, moi, ce qui me fait mal, c'est pourquoi on me donne un jeune à 16 ans et en sachant que 2 ans après ou 3 ans après, on le reprend, on lui a appris plein de choses sur notre territoire et on lui dit tu repars. On n'a pas le droit de faire ça. Pas le droit de faire ça à un jeune qui a déjà souffert. Il est là, on lui ouvre les portes, on doit aller jusqu'au bout avec lui. Mamadou a depuis reçu un récépissé de 2 mois, un délai assez court qui laisse craindre, selon son avocate, une décision de refus à venir dans les semaines prochaines. Face à toutes ces difficultés, les jeunes s'organisent, comme à Nancy, où ils ont monté un collectif en mars 2021. On les a retrouvés lors d'une réunion de soutien à Oumar Dembélé, 20 ans. Oumar suivait une formation de plombier, il est passionné d'athlétisme et surtout, il est l'un des fondateurs du collectif. Aujourd'hui, il est enfermé au centre de rétention administratif de Metz, après avoir lui aussi reçu une OQTF. Il n'a plus de famille. C'est ce qui, visiblement, l'a incité à venir en France, parce qu'en France, il savait qu'on protégeait les enfants. C'est quelqu'un de bien, et puis il n'a pas fait une mauvaise chose. Il n'a pas commis un crime, il est intégré socialement, il évolue dans un club, il connaît des personnes, donc... moi, je ne vois pas pourquoi on lui refuserait. C'est pas quelqu'un de mal. Cette situation pèse sur le moral des jeunes. Est-ce que ça te fait peur pour toi aussi? On est dans la même situation, on n'est pas sécurité en fait. Nous, on n'est pas sécurisé en fait. Je ne dors pas.
Je marche toujours avec la crainte d'être arrêté, d'être contrôlé par la police, vu que j'ai pas de titre de séjour. Je brûle de l'intérieur, quoi. Je sais pas comment l'exprimer. Pour Bernard, qui en héberge certains, la politique de la préfecture de Meurthe-et-Moselle envers ces jeunes ne cesse de se durcir. Il y a 2-3 ans, ceux qui avaient des OQTF, il ne se passait rien. Ils avaient des OQTF et puis bon, ils vivaient avec. Et puis après, ils s'en sont attaqués aux gens qui étaient en apprentissage. Et maintenant, la phase actuelle, c'est non seulement ils ont des EQTF, mais en plus on les met en centre de rétention. C'est assez nouveau. Moi, j'ai pas d'explication rationnelle, mais je pense que c'est les élections. Hein. Ce sont les élections. Il s'agit de gagner des voix à droite, je crois. Les élections, justement, les membres du collectif en ont aussi entendu parler quand ils ont rencontré le préfet en juin dernier. J'étais rentré pour voir le préfet motivé, mais à la fin j'étais battu, quoi, parce que il m'a dit que bientôt les élections. Sous-entendu, ça n'aide pas, quoi. C'est pas, mais bon, vu que moi je veux pas rentrer dedans, je suis apolitique et voilà, quoi. Je trouve ça c'est un gâchis, quoi. C'est un gâchis, dépenser tant de l'argent sur un jeune et à sa majorité et lui laisser partir, quoi. Je trouve ça c'est un gâchis, quoi. Je trouve ça déplorable. Alors on a contacté à plusieurs reprises la préfecture de Meurthe-et-Moselle ainsi que le ministère de l'Intérieur, mais on n'a pas eu à ce jour de réponse à nos questions précises. À ce jour, on ne connaît pas le nombre exact de jeunes qui sont dans la même situation que Koumar, Eric, Ibrahim ou encore Mamadou. C'est comme les tests osseux, enfin tous ces trucs pour éviter le nomadisme des jeunes, ça vient s'ajouter au shopping de l'asile de je sais plus qui avait sorti ça il y a quelques années. Enfin c'est Nathalie Loiseau. C'est Nathalie Loiseau qui avait dit ça. C'est une conception, enfin voilà, on a utilisé la rhétorique de l'extrême droite dans le débat public avec la migration. Et maintenant, ils ne savent plus comment s'en sortir. Donc c'est de la surenchère en disant on va vous protéger. Est-ce que la migration est un problème? Non. Est-ce que les chiffres de la migration sont un problème? Non. Est-ce qu'on va combattre la migration? Non, on va pas y arriver. La migration, c'est pas conjoncturel, c'est structurel, ça existe depuis le début de l'humanité. On n'est pas pour ou contre la migration, elle est là. Personne ne quitte son pays de gaieté de cœur. Encore moins les gamins quand ils laissent leur famille pour essayer d'aller trouver un Eldorado quelque part, parce que chez eux c'est plus possible. Et la mauvaise foi des gouvernements qui se succèdent en disant on va exécuter les OQTF, ça a été dit Hugo, ça a été dit par Jérôme, on n'exécute pas les OQTF. Pour exécuter un OQTF, on va renvoyer des gamins en Afghanistan, on va renvoyer des gamins au Yémen quand on sait ce qui s'y passe aujourd'hui. Non, il faut avoir le courage à un moment de dire on n'y arrive pas, on peut pas le faire. Donc reconnaissons à ces gens la capacité, la faculté de rester chez nous dans notre pays et travaillons à faire en sorte qu'ils accèdent à la langue, qu'ils accèdent aux soins, qu'ils accèdent à l'apprentissage, voilà, pour pouvoir intégrer complètement la société plutôt que d'en faire des parias dont on ne sait pas quoi faire à un moment donné. Ils vont être là dehors. C'est les ninis aussi, c'est ceux à qui on donne pas de statut, qu'on renvoie pas, mais qu'on reconnaît pas. Et ça aussi, à un moment, il faut à la fin tous les reconnaître. Alors on va continuer de parler de mal logement avec toi, Célia. Avec Bérénice Gabriel, tu t'es rendue à Trappes où les habitants d'un quartier en voie de démolition sont toujours dans l'attente de relogement. Oui, le Square Camus, quartier HLM de Trappes, est au cœur d'un plan de rénovation urbaine décidé il y a déjà plusieurs années. L'objectif de ce plan, c'est de détruire la moitié des appartements du quartier pour les reconstruire. Mais pour reconstruire, il faut reloger et c'est là que ça coince. On a rencontré Étienne Recht, porte-parole de l'association Droit au logement dans les Yvelines, qui aide ces familles et suit le dossier de près. La particularité du Square Albert Camus, c'est qu'il est promis à la démolition, et sauf qu'au fur et à mesure du relogement des locataires, le quartier il a été délaissé, il a été abandonné par les institutions en charge. Et donc là, vous allez voir un quartier qui est vraiment dans un état déplorable. Là, tu vois, tu peux prendre. Voilà, donc ça, c'est le Square Camus, là, tu vois. Tout ça, tous ces bâtiments-là, ils sont voués à la démolition. C'est le Square Albert Camus. Donc voilà, un quartier, il y a environ la moitié des habitants qui sont partis. Là, voilà, là, on commence à voir les parpaings sous les fenêtres. Là, vous avez un appartement qui est encore habité, à côté un appartement qui est vide depuis des années. Et les premiers locataires qui sont partis du Square Camus, ça fait déjà plus de 5 ans, hein, c'est vraiment très 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 long, et il reste aujourd'hui environ la moitié des locataires, 1 millier de locataires, je dirais. C'est difficile de faire
de faire déménager, de reloger ces locataires parce qu'il manque énormément de HLM dans la zone et malgré que les appartements soient pas entretenus, ces appartements sont de bonne qualité. Derrière nous, ce sont des duplex traversants. Donc, du coup, les gens ont du mal à les quitter pour se retrouver dans des appartements neufs beaucoup plus chers, beaucoup plus petits. Des locataires dans ce cas-là, Étienne en connaît plusieurs, sans proposition de relogement depuis plusieurs années. Ces personnes vivent dans des immeubles délabrés du square Camus. Bienvenue au 17 rue Darius Milhaud, il n'y a pas de porte. Ouais. Donc dans cet immeuble-là, il ne reste plus qu'une locataire, c'est la locataire chez laquelle nous nous rendons. Donc voilà, parpaings, hein, c'est des parpaings pour empêcher les squats des appartements. Derrière les parpaings, le bailleur a fait retirer tous les cuivres. Et donc ça entraîne des problèmes notamment de fuite d'eau, d'infiltration, de dégâts des eaux très importants pour les locataires qui restent. Fatimata D nous a accueillis chez elle où elle paye 60 € de charge par mois pour un service défaillant. Des fois, oui, on n'a pas de l'eau chaude. Ouais, s'il n'y a pas de l'eau chaude, il n'y a pas assez de surface. Oui, parce que là, comme le surface, si ça ne fonctionne pas, moi j'en avais les problèmes d'articulation. J'en avais un surface pétrole. Et les bidons là, pour votre chauffage d'appoint, ça vous coûte combien? Il va jusqu'à 30 €. Le bidon de 20 litres. Et vous en avez besoin de combien par mois? Non, chaque semaine, presque une bidon. Chaque semaine. Donc le mois, ça ferait 4 ou 5 bidons. Le mois, ça me coûterait presque 60 €. C'est le même charge que je paye. Sa voisine et amie Koumayel Diao, qui habite dans un autre immeuble du square, combat aussi le froid par des chauffages d'appoint, mais en plus, elle doit faire face à des infiltrations d'eau. Et le bailleur ne vous propose rien? Pour l'instant, non. Ils m'ont rien proposé, donc soit. Vous leur en avez parlé? Ah oui, ils ont parlé à eux, ils sont partis voir les gardiens, et même ils sont montés ici, ils sont vus. Et voilà, il faut que je prenne une bolle, je mets ici. Vous a juste dit de mettre un seau quand il pleut? Voilà, c'est tout. Les bâtiments vont être détruits, est-ce qu'on vous a proposé un autre logement? Ils ne sont pas proposés, soit. Ils ont déjà fait les demandes, les dossiers, les là-bas, mais pour l'instant, il n'y a rien. Bah, pour moi, ça ne me plaît pas quitter ici, à Camus. Quand même, depuis 87, je suis ici. Ça me fait mal au cœur, franchement. Pour Étienne Recht, ce manque de propositions de relogement repose sur un déséquilibre. Et le préfet, il est très prompt à défendre mordicus les projets de démolition, mais en revanche, il l'est beaucoup moins quand il s'agit de faire respecter les reconstructions hors des quartiers, en dehors des quartiers dans les villes riches, et de faire respecter la loi SRU. On tape très fort sur les quartiers populaires pour les démolir, mais en revanche, on impose avec beaucoup moins de vigueur et de force la reconstruction de HLM dans les quartiers riches et dans les villes riches. Voilà, Vincent Lindon, en cadre supérieur, donc, qui a beaucoup sacrifié de sa vie privée pour sa vie professionnelle, et on voit que ça craque de toutes parts, aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau privé. Stéphane Brisé, c'est le 3e film d'une trilogie sur le travail. Question juste en passant, c'était au départ prévu cette trilogie, ou c'est en faisant le premier que vous avez eu envie de faire le deuxième, qui vous a donné envie de faire le troisième? Ouais, c'est ça, ouais. Chaque film a invité le suivant. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, qu'un réalisateur d'ailleurs fonctionnerait, s'il a l'idée de multiplier les points de vue comme ça, je pense qu'aujourd'hui un réalisateur fonctionnerait en série. Donc voilà, un film en a invité un autre, et à l'arrivée, effectivement, ça fait sens. Alors c'est 3 films avec Vincent Lindon. Le premier est sorti en 2015, s'appelait La Voix du marché. Lindon y jouait un chômeur de longue durée. Puis En guerre, sorti en 2018, où l'acteur le même jouait un syndicaliste prêt à tout pour arrêter un plan social qui était prévu dans son entreprise. Et puis donc Un autre monde. Dans les 3 films, il y a un double mouvement. On revient en arrière d'abord, puisque La Loi du marché, c'était le chômage. En guerre, la lutte des salariés contre un plan de licenciement. Et maintenant, Un autre monde, la préparation d'un plan de licenciement. Et en même temps, on monte en quelque sorte dans la hiérarchie, puisqu'on part d'un salarié, on passe par un syndicaliste et on termine par un cadre supérieur. La constante, c'est quand même que les hommes sont toujours broyés dans les 3 films. Mais oui, parce que ce cadre supérieur, il est aussi salarié de l'entreprise. C'est un salarié en haut de l'échelle de l'entreprise, mais c'est un salarié qui, à un moment, on va pas forcément demander son avis, et c'est justement ça la perte de sens pour ce cadre ou pour ces cadres, c'est de porter finalement des injonctions avec lesquelles ils ne sont plus forcément si d'accord que ça ne fait plus forcément sens, et c'est ce à quoi il est confronté dans cette histoire. Dan. Oui, alors Marianne Dujarier, on va trahir un secret. Nous avons vu le film ensemble pour préparer l'émission. Et quand on est sorti, vous m'avez dit que ça se voyait que Stéphane Brisé avait lu les livres, les bons livres, les livres qu'il fallait sur ces questions. Je peux vous demander qu'est-ce qui vous a fait penser ça? Qu'est-ce qui vous a fait dire qu'il y a des concepts de sociologie du travail qui sont transparents ou qu'on voit dans le film?
Oui, en effet, on sent que c'est un livre qui est nourri de la recherche sur le travail, pas qu'en sociologie, aussi en psychodynamique du travail, et avec beaucoup une incorporation de tout ça qui est remarquable. C'est-à-dire qu'on voit des concepts là qui ont un corps qui est d'ailleurs ou des corps, puisqu'il y a non seulement Vincent Lindon, mais sa femme qui a un rôle important et son fils. Donc de ce point de vue-là, on voit que c'est nourri. Puis c'est nourri aussi du réel. C'est-à-dire, moi, j'étais très sensible à l'importance du langage qu'on peut entendre en entreprise, qui est ramené ici dans le film de manière admirable, y compris à un moment donné, vous citez Parisot, plus ou moins, sur la précarité. La précarité partout, mais aussi... Madame Parisot, ancienne dirigeante du MEDEF, la précarité dans la vie privée, dans la maladie, dans la santé. Pour justifier la précarité dans le travail, elle dit que la précarité est aussi dans l'amour. Voilà. C'est ça. C'était une des phrases... c'est une phrase grotesque, évidemment, mais que je me suis autorisé à laisser parce que, justement, on peut trouver une trace sur Internet, et que généralement, finalement, en plus des lectures, effectivement, que je fais avec mon co-scénariste Olivier Gors, on rencontre beaucoup de gens, beaucoup de cadres qui nous ont raconté leur histoire. Et en fait, il y a beaucoup de choses, en majorité, qu'on ne peut pas mettre, parce que la réalité, en fait, comme on dit, elle dépasse la fiction. Donc pour moi, fiction très réaliste et l'air vrai, je baisse le curseur. Mais cette phrase grotesque que je n'aurais pas pu mettre si je n'avais pas trace sur Internet, effectivement, d'associer la légitimité, la précarité, c'est une phrase de Parisot, donc je me suis autorisé à la laisser pour ça, malgré la grotesquerie absolue. Et est-ce que vous parliez de réel, vous avez écrit un livre, Le management désincarné, sur le travail des cadres et la façon dont on les appelait à rentrer, à faire tourner une machine et un système. Vous avez des cadres vous-même. Vous y retrouvez quand vous voyez ces films-là? Oui, c'est-à-dire que ce que filme Stéphane Brisé, j'allais presque dire que c'est un documentaire. Enfin, c'est un docu-fiction. Il y a un très fort, c'est très documenté. Et ce film montre très bien ce que c'est que cette position d'être dans un rapport social où on est à la fois dépositaire d'une injonction abstraite, de faire du chiffre, de faire de la productivité pour des actionnaires anonymes qui eux-mêmes alimentent le board. On parle beaucoup du board, alors là, on ne sait plus du tout qui c'est, donc quelque chose de très abstrait. Et ce cadre connaît les travailleuses et les travailleurs à qui on exige une productivité qui est littéralement surhumaine, inhumaine, impossible. Moi, c'est ce que j'ai appelé la norme d'idéal, c'est-à-dire on demande aux gens d'atteindre des scores qui sont impossibles en réalité. Et ça, le film insiste beaucoup là-dessus. Et lui, il est juste à cette articulation-là entre l'abstraction et le très concret, entre les tenants du réalisme, le réalisme économique, mais enfin, on est en concurrence avec les Australiens, les Chinois, etc. Et ceux qui sont tenants du réel et qui disent non mais ça passe pas, on va avoir des accidents du travail. D'ailleurs, vous en évoquez un. Et puis on va être épuisé, on va pas tenir, on n'aura plus de mou, ça va casser. Bon. Voilà, donc ce débat entre les soi-disant réalistes et les tenants du réel est là parfaitement rendu, je trouve. Et Stéphane Brisé, en guerre, tenait beaucoup du documentaire. Celui-là, nettement moins, il est vraiment plus cinématographique, même si les deux sont sortis au cinéma, évidemment. C'était un choix aussi de votre part. Oui, c'était nécessaire parce que je partais de cette phrase de Kieslowski, le réalisateur polonais, qui a commencé sa carrière en faisant des documentaires. Et Kieslowski, il est passé à la fiction en disant mais je suis obligé de passer à la fiction parce que je veux passer le pas de la porte de la chambre à coucher, donc de l'intime. Et donc c'est qu'avec la fiction qu'on peut aller à cet endroit-là. Et je savais que par tous les témoignages que j'ai eus pour fabriquer le film, on me rendait compte constamment de l'extrême incroyable porosité entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et presque tout le monde m'a raconté des histoires de divorce, d'espace personnel complètement fracassé par l'espace professionnel. Donc il s'agissait d'en rendre compte. Mais à partir du moment où j'en rendais compte, je passais symboliquement le seuil de la chambre à coucher. On ne va pas dans la chambre à coucher, mais donc il y a des échanges entre le personnage que joue Vincent Lindon et le personnage que joue Sandrine Kiberlin qui n'auraient pas pu être captés par une caméra, on va dire, dite documentaire. Donc voilà, donc il s'agissait d'être là dans une dialectique beaucoup plus de fiction, un film très réaliste, mais qui dans sa forme est beaucoup plus une forme de fiction, effectivement. On avait la même question pour Marianne Dujarier, puisque alors en 2011, on revient un peu en arrière, vous avez conseillé, vous avez participé de près à la conception d'un documentaire sur le travail. En 2009, même, oui, j'avais marqué qu'il était diffusé en 2011. Ouais. Voilà, donc un documentaire qui s'appelait La mise à mort du travail,
réalisé par Jean-Robert Vialet. On est dans les mêmes sujets, la souffrance au travail, le mal-être très profond, les injonctions managériales. Est-ce que vous avez l'impression que on peut aller un cran plus loin avec la fiction, ou on filme pas la même chose, ou est-ce que vous voyez un avantage à la fiction ou par rapport au documentaire? Oui, je partage le point de vue de Stéphane Brisé. Je me souviens que Jean-Robert Vialet avait eu le prix Albert Londres pour ce documentaire, qui est normalement un prix qu'on donne à des gens qui vont dans des endroits extrêmement dangereux, difficiles d'accès, etc. Et j'avais trouvé ça très intéressant qu'il y ait une reconnaissance du fait que rentrer avec une caméra dans une entreprise est devenu très très compliqué et très dangereux. Donc je comprends bien que la fiction peut, de ce point de vue-là, être bien plus puissante et filmer ce qu'on ne pourrait jamais filmer sans ça, c'est vrai. Et par ailleurs, la porosité entre le temps de travail et le temps hors travail est parfaitement montrée dans ce film. On le sait bien empiriquement, chacun, qu'on ramène les problèmes du travail à la maison, et parfois l'inverse. Mais aussi sur la puissance, la déflagration, que cette contradiction vécue par Vincent Lindon fait à sa famille, à son couple, mais aussi avec ses enfants. Et puis même, en fait, à sa vie en général. C'est-à-dire qu'il y a des scènes, moi je trouve très très justes, où il est tout seul sur son laptop en train de manger une pizza froide. Enfin, on pourrait se dire, mais il a les moyens de bien manger, il a les moyens de prendre le temps de prendre des vacances. Non, il est là tout seul avec des camemberts qu'on ne mange pas, des chiffres, en train de sacrifier son sommeil, son alimentation et sa famille pour tenter de répondre à cette intéressant dans le film, qui m'a marqué aussi, c'est que en fait c'est un homme qui vit bien manifestement, qui gagne bien sa vie, mais à aucun moment on ne le voit en profiter finalement. Il n'a pas le temps. Toutes les notions de plaisir ont disparu. C'est d'ailleurs pour ça que sa femme, à un moment, dit stop. En fait, elle dit stop au projet qu'ils ont construit en commun. Et d'ailleurs, elle donne parce que c'est elle qui crée ce divorce. Elle dit, je m'en vais non pas parce que je ne t'aime pas, parce qu'il se serait comporté comme un goujat, comme un porc. Elle dit, je m'en vais parce que ce qu'on avait décidé de construire ensemble ne fait plus sens. Donc je m'en vais, ça ne m'arrange pas parce que j'ai peur de ce qui va se passer, j'ai 50 ans, j'ai beaucoup sacrifié de ma vie, de mon projet personnel, professionnel au départ pour t'accompagner dans ton projet à toi, et à l'arrivée j'ai 50 ans, elle le dit, j'en ai plus derrière que devant, et j'ai peur et néanmoins en faisant ça, elle donne une définition au mot courage, c'est-à-dire que le courage, elle le dit sans le dire, que c'est possiblement de quitter l'endroit qui nous fait souffrir. Et dans le même temps, il y a un autre personnage, à un autre moment du film, qui de manière beaucoup plus péremptoire, lui explique que le courage, c'est de faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Voilà. Donc, sous-entendu, en répondant à une loi, en l'occurrence la loi du marché, Et voilà, on est avec ce que porte comme décision le personnage de Sandrine, un endroit qui peut définir le courage qui peut nous amener à faire quelque chose qui ne nous arrange pas, mais qui certainement nous sauvera la vie. Oui, parce que là, vous parlez du courage dans une scène effectivement importante pour le personnage de Vincent Lindon. Un grand patron, lui, en gros, dit que le courage, c'est faire ce qu'on n'a pas envie de faire, et en l'occurrence, virer des gens. Donc, on a vraiment l'impression qu'il y a une inversion de valeur, parce qu'on vire les gens pour se sauver soi-même, par exemple. Oui, bien sûr, mais en ça faisait écho aussi aux travaux, justement, dans des livres dont je m'étais nourri au départ, de Christophe Dejour, qui dans Souffrance en France, notamment, il parle beaucoup de cette idée, cette définition du courage, en le ramenant même à des épisodes de la Deuxième Guerre mondiale, où avec ce même argument, le courage, c'est de tirer une balle dans la tête de quelqu'un. Vous n'avez pas envie de le faire, mais vous devez le faire, vous devez répondre à cette injonction-là. Et il est très compliqué de s'extraire de cette injonction, parce qu'on prend beaucoup de risques à ce moment-là, et on prend le risque d'être éjecté du groupe, dans l'entreprise. Et c'est très compliqué d'être éjecté d'un groupe, honnêtement. Il faut le reconnaître. Donc, en même temps qu'on peut se dire moi je ferais ça, je serais courageux, c'est très difficile de répondre à cette question.